L'UFC est enfin de retour avec des événements sérieux, des événements qui nous intéressent, sans vouloir insulter Maycee Barber et Erin Blanchfield. C'est pas comme si leur carte était déjà assez décevante. En plus de ça, ça a été annulé à la dernière minute. On revient aux choses sérieuses. Merab Dvalishvili face à Sean O'Malley, la revanche. Est-ce que c'est un combat que vous attendiez vraiment, sachant qu'en réalité, c'est Oumar Nurmagomedov qui aurait dû obtenir sa revanche face au champion. On donne la revanche à Sean O'Malley à cause de ce que moi personnellement j'appelle le Dana White privilège. En tout cas pour Sean O'Malley, c'est assez clair. Je pense que c'est le combattant qui en bénéficie le plus. On va en parler dans cette vidéo parce que ça a évidemment une incidence sur le potentiel résultat de ce combat. On a d'un côté un champion que l'UFC clairement n'aime pas, n'a jamais aimé. Je rappelle qu'à la base, Dana White avait dit que Merab Dvalishvili ne deviendrait jamais champion parce qu'il avait refusé d'affronter son ami Aljamain Sterling. Dana White avait dit que ça allait mal finir pour Merab Dvalishvili, mais finalement Merab Dvalishvili a un peu fait une Francis Ngannou en réussissant à conserver la ceinture malgré le fait que l'UFC ne soit pas de son côté. Clairement, Sean O'Malley et l'UFC de son côté, et on va voir dans ce combat pourquoi est-ce que ça peut l'aider. Il n'y a pas que le combat entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili qui nous intéresse sur cette carte. On va également avoir Juliana Peña face à Kayla Harrison, un combat très intéressant pour plusieurs raisons. Je rappelle que Kayla Harrison, c'est l'ancienne championne de judo olympique, la première américaine à devenir championne olympique de judo. C'est elle qui peut potentiellement ramener la GOAT Amanda Nunes parce qu'elles se sont déjà entraînées ensemble. Il y a énormément de débats, énormément de controverses autour du fait que Amanda Nunes a potentiellement peur de Kayla Harrison. On se demande est-ce que Kayla Harrison peut battre Amanda Nunes de manière décisive. Kayla Harrison va affronter Juliana Peña qui, elle, a déjà battu Amanda Nunes. Maintenant, c'était une victoire pas des plus convaincantes dans le sens où tout le monde savait que c'était entre guillemets un coup de chance pour Juliana Peña. On savait que Amanda Nunes n'était pas en forme. Et en plus, ça s'est confirmé par le fait qu'Amanda Nunes l'a battue après. Donc, on va revenir rapidement sur ce combat. Mais il pourrait y avoir en tout cas de grosses conséquences si Kayla Harrison l'emportait. Et enfin, mon petit combat favori de la soirée, Kelvin Gastelum face à Joe Pyfer. C'est les trois combats sur lesquels je vais me focus dans cette vidéo. Pourquoi ce combat entre Kelvin Gastelum et Joe Pyfer m'intéresse? Joe Pyfer, c'est un combattant dont la hype a été un peu éteinte par Jack Hermansson. C'était en 2024. Jack Hermansson a affronté Joe Pyfer dans un combat qui était censé permettre à Joe Pyfer de passer au devant de la scène. Il venait de faire le Joe Rogan Experience, qui est souvent un tremplin pour les combattants. Juste avant ça, il avait enchaîné les victoires. Il avait réussi à obtenir ce combat face à Jack Hermansson, qui est un vétéran de l'UFC. On connaît le modèle de l'UFC, c'est de prendre les vétérans, de les mettre face aux new up-and-comers et de permettre aux up-and-comers de briller grâce aux vétérans. Finalement, Jack Hermansson l'avait emporté et c'est ça le risque que prend l'UFC en faisant ce modèle-là, c'est que parfois ces up-and-comers ne sont pas à la hauteur. Là, du côté de Joe Pyfer, c'était assez rageant, assez frustrant parce qu'en réalité, il avait tout pour battre Jack Hermansson. Le problème, c'est qu'il n'a pas été assez intelligent. On a senti le manque d'expérience. Joe Pyfer, c'est un des combattants qui a le plus gros punch de la division, probablement. Très certainement même le plus gros punch de la division. On connaît l'anecdote selon laquelle il a battu le record de Francis Ngannou. Je vais revenir dessus, mais voilà, en tout cas dans ce combat face à Jack Hermansson, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout misé sur sa puissance. Jack Hermansson a réussi à survivre au début du combat, il a laissé passer l'orage, et ensuite c'est son expérience qui a parlé. Joe Pyfer n'a jamais su revenir dans le combat, et pourtant il avait vraiment, comme je l'ai dit, tout pour battre Jack Hermansson s'il refaisait ce combat, et on va probablement avoir droit à ce combat s'il l'emporte face à Kelvin Gastelum, ou peut-être qu'il va même passer les étapes, mais c'est assez sûr qu'il pourrait battre Jack Hermansson, il pouvait déjà le battre. Donc c'était juste un stop, entre guillemets, dans son ascension, mais son ascension elle reprend de plus belle. Là il a battu Marc-André Barrieux au premier round sur un overhand, c'est typiquement Joe Pyfer, et justement, ce qui va être intéressant dans ce combat face à Kelvin Gastelum, c'est que on s'attend tous à un KO de Joe Pyfer. Kelvin Gastelum, faut le faire pour réussir à le mettre KO. C'est un combattant qui s'est jamais fait mettre KO et pourtant il en a reçu des coups. C'est un vrai Mexicain qui respecte le stéréotype des combattants mexicains très dur au mal. Et pourtant, je vois très bien Joe Pyfer mettre KO Kelvin Gastelum. Pour revenir sur l'anecdote de la puissance de Joe Pyfer, on se souvient que Dana White il faisait les louanges de Francis Ngannou en disant que justement sa puissance était comparable à celle d'un véhicule en mouvement. Francis Ngannou avait battu le record sur une machine qui s'appelait le Power Cube, donc une machine assez scientifique de mesure de la puissance à l'impact. Et Joe Pyfer était venu après Francis Ngannou et avait battu le record de Francis Ngannou. Pour vous donner une idée d'à quel point est-ce que c'est fou, tous ceux qui ont battu le record de Francis Ngannou, c'est Alex Pereira, un light heavyweight qui pourrait très bien aller en heavyweight. Francis Ngannou, c'est lui-même un heavyweight. L'autre combattant qui a battu Francis Ngannou et qui est d'ailleurs aujourd'hui le détenteur du record sur cette machine, c'est même pas vraiment un combattant, c'est Eddie Hall, l'ancien strongman, l'homme le plus fort du monde. Et celui que Francis Ngannou avait battu, c'était Tyrone, un combattant de kickboxing qui lui-même était un heavyweight. Donc, il n'a rien à faire dans cette liste, Joe Pyfer. Et pourtant, il a réussi à s'immiscer. Je crois qu'il est quatrième aujourd'hui, troisième. Le quatrième, c'est Francis Ngannou. En tout cas, dans ceux dont on a parlé, évidemment, il n'y a pas un record officiel.
des combattants qui ont frappé sur ce Power Cube. Mais c'est pour vous dire, il n'y a personne qui frappe aussi fort que Joe Pyfer dans cette catégorie. S'il y a bien un combattant qui peut mettre KO Kelvin Gastelum, c'est bel et bien Joe Pyfer. Le pire, c'est que Kelvin Gastelum va s'attendre à ce que Joe Pyfer mise sur sa puissance comme il l'a fait lors de son dernier combat, comme il l'a fait face à Jack Hermanson. Et donc Kelvin Gastelum mise certainement sur sa seule chance qui est de le battre à l'expérience, ce qui est possible. Kelvin Gastelum, on sait, comme je l'ai dit, qu'il est dur au mal et donc il peut réussir à survivre au début du combat et finalement l'emporter à l'expérience. Mais le problème avec Joe Pyfer, c'est que c'est pas seulement un puncher. C'est un combattant qui s'entraîne avec Sean Brady. Sean Brady qu'on a récemment vu jouer avec Leon Edwards. Et avant ça, avec qui il avait joué? Avec Kelvin Gastelum, justement. C'est pas la première fois que Joe Pyfer doit affronter Kelvin Gastelum. Il devait l'affronter, le combat a été annulé parce que Kelvin Gastelum, c'est un combattant qui est habitué aux annulations de combat, que ce soit à cause du poids ou que ce soit à cause de blessures. Kelvin Gastelum avait affronté Sean Brady en welterweight et Sean Brady avait réussi à jouer avec Kelvin Gastelum. Là, Joe Pyfer, il s'entraîne avec Sean Brady. On sait que les deux, ils s'entraînent, je crois, à Philadelphie ensemble. Donc, il va pouvoir avoir les conseils de Sean Brady qui a battu Kelvin Gastelum juste avant. Et en plus de ça, il va avoir un certain avantage de poids parce que Kelvin Gastelum, c'est un combattant qui combat en middleweight mais qui peut combattre en welterweight. Joe Pyfer, c'est un pur middleweight qui pourrait même combattre en light heavyweight. Ce serait pas très étonnant à cause de la masse musculaire qu'il présente. Donc, s'il a l'avantage en grappling, qu'en plus il a l'avantage physique, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soumette justement Kelvin Gastelum. Il aura l'avantage en striking comme en grappling, l'avantage physique. Mon pronostic va évidemment en faveur de Joe Pyfer. C'est son temps, c'est son moment. C'était censé être son moment avant. On lui a donné un combat d'à peu près le même modèle. Il a échoué face aux vétérans. Je ne le vois pas échouer face aux vétérans 2 fois d'affilée, surtout avec tous les avantages qu'il aura dans ce combat. Kelvin Gastelum, c'est un combattant qui a manqué de constance tout au long de sa carrière. Je ne pense pas que ce soit à la fin de sa carrière qui va nous montrer un nouveau visage. C'est peut-être même le combat qui va signer la fin de la carrière de Kelvin Gastelum. Surtout s'il s'agit de son premier KO en carrière. S'il perd par KO ce combat, je suis assez certain que ce sera la dernière fois qu'on verra Kelvin Gastelum. Du moins, ça signera vraiment le début de la fin pour lui. On passe au prochain combat. On arrive bientôt à Merab Dvalishvili face à Sean O'Malley. Je vais passer rapidement sur le combat féminin parce que pour le coup, ça reste un combat intéressant. On parle quand même de deux combattantes qui vont potentiellement affronter la GOAT Amanda Nunes. On parle d'une d'entre elles qui a déjà battu Amanda Nunes, donc Juliana Peña. Je rappelle que voilà, c'était un combat assez particulier, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce que Amanda Nunes ne semblait pas en forme. Juliana Peña n'avait pas un striking particulièrement beau ou spécial. Il était assez efficace, mais retournez voir le combat, c'était très très rudimentaire, voire brouillon. On se demande comment est-ce que Amanda Nunes a pu tomber face à elle. En plus de ça, Juliana Peña, c'est pas une combattante qui a affronté beaucoup de combattantes classées. C'était censé être une formalité pour Amanda Nunes quand ce combat est arrivé. Et justement, comme ça arrive à beaucoup de champions, comme c'était arrivé à Georges Saint-Pierre face à Matt Serra, quand c'est une formalité, les champions négligent leurs adversaires et parfois ça leur coûte cher. Ça lui avait coûté cher, mais elle a tout de suite corrigé son erreur en battant Juliana Peña sur 5 rounds et en l'emportant à la décision unanime. Maintenant, elle était quand même assez hésitante dans ce deuxième combat. C'est dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de Juliana Peña. Elle représente un certain danger. Est-ce qu'elle représente un danger au point de pouvoir faire peur à Kayla Harrison? Kayla Harrison, c'est une combattante qui est extrêmement physique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez directement. Et pour le coup, ce qui est assez drôle, c'est que vous ne le voyez pas là, vu que je la cache. Mais en plus, même sur cette photo, on ne le voit pas vraiment. Mais Kayla Harrison, je pense que vous avez vu des photos de son physique. Il y a une raison pour laquelle Juliana Peña l'accuse d'être sous stéroïdes, tout simplement. Je pense qu'on est beaucoup à l'accuser à être sous stéroïdes, mais de toute manière, c'est pas la première à l'UFC. Elle, c'est un peu trop évident. Du moins, ça reste mon avis. Dites-moi quand même ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir le physique de Kayla Harrison naturellement? C'est une combattante qui a fait les Jeux Olympiques. On a vu son corps changer à travers les années. Je suis pas là pour parler de cette polémique entre guillemets autour des stéroïdes, on la connaît. En tout cas, Kayla Harrison, elle peut miser sur son physique, peu importe comment est-ce qu'elle l'a obtenu. Elle peut miser sur son grappling, sur sa lutte, sur son judo dans la cage à un stade où Juliana Peña ne peut absolument pas le faire. Si vraiment il y avait une catégorie supérieure à l'UFC, clairement Kayla Harrison ne serait pas en 135 livres. Elle serait dans la catégorie supérieure. Je dirais même que la meilleure chance qu'a Juliana Peña dans ce combat, c'est de tomber sur une Kayla Harrison qui a fait un weight cut difficile la veille. Un peu comme Adesanya n'avait pas vraiment de chance face à Alex Pereira à cause de leurs différences physiques, mais justement leur différence physique a fait que Alex Pereira était un peu affaibli à l'approche du deuxième combat et donc il a réussi à le mettre KO. C'est assez marrant, je vais reprendre cette analogie entre Adesanya et Alex Pereira pour le combat entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley, mais juste pour finir sur ce combat féminin, les enjeux c'est que tout simplement la gagnante va probablement affronter Amanda Nunes pour son retour. En réalité, si c'est Juliana Peña, ça reste moins probable parce que je vois mal Amanda Nunes faire un comeback de sa retraite juste pour affronter une combattante qu'elle a battue dans le passé et qui, oui, l'a également battue, mais
sur un upset. On ne parle pas de Valentina Shevchenko, on parle de Juliana Peña. Par contre, si c'est Kayla Harrison qui l'emporte, là c'est évident qu'Amanda Nunes va revenir. Pourquoi ? Parce qu'Amanda Nunes avait déjà fait un signe. Si vous vous rappelez, il y a eu un UFC récent où un des journalistes avait demandé est-ce qu'Amanda Nunes compte revenir. Il avait demandé ça à Dana White et Amanda Nunes était dans le public. Et elle avait fait un signe de tête, elle avait hoché de la tête comme ça en disant que oui, tout simplement, sans vraiment le prononcer. Mais clairement, elle a ce désir de revenir. Par contre, il faut que ça vaille le coup. Si elle affronte Kayla Harrison, clairement, ça vaut le coup. Ça ajouterait à sa légende. Mais si elle bat Juliana Peña, et en plus, ce serait un combat risqué parce qu'elle a déjà perdu contre elle. Il y a une certaine crainte. Donc vraiment, je ne vois pas Amanda Nunes, la GOAT, revenir en cas de victoire de Juliana Peña. Là où je la vois carrément revenir s'il y a une victoire de Kayla Harrison. C'est ce que les fans espèrent. Ça rafraîchirait un peu cette division. Ça rafraîchirait le MMA féminin, littéralement, de voir Kayla Harrison, ancienne championne olympique, ancienne championne du PFL. Elle a perdu face à Larissa Pacheco, mais elle avait déjà gagné 2 fois contre elle dans le passé. Donc encore une fois, il y avait un problème de motivation entre guillemets à l'approche de ce combat et en plus on peut faire l'argument qu'elle n'avait pas perdu ce combat, c'était peut-être un match nul, peut-être que les juges étaient un peu trop en faveur de Larissa Pacheco, mais sans revenir sur ce qui s'est passé au PFL, elle a été championne dominante de cette organisation. Ici, elle peut devenir la championne dominante de l'UFC, elle en a clairement le profil. C'est ce qui justifie le fait qu'on attend ce combat entre elle et Amanda Nunes. Ça relancerait le MMA féminin, donc une victoire de Kayla Harrison serait la bienvenue. Enfin, on arrive au main event, Merab Dvalishvili face à Sean O'Malley. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une comparaison à faire avec le combat d'Adesanya et de Alex Pereira ? L'UFC veut clairement que Sean O'Malley redevienne champion. C'est lui la star de la division. Merab Dvalishvili est lui aussi devenu une star, mais c'est pas le chouchou de l'UFC. Ça fait un moment que Sean O'Malley est le chouchou de Dana White. Un secret pour personne, c'est celui qui bénéficie le plus de ce privilège. On se souvient du combat face à Aljamain Sterling. Aljamain Sterling, 3 mois plus tôt, il avait fait un combat et c'était un combat difficile, c'était 5 rounds face à Henry Cerudo. Juste après, il a dû affronter Sean O'Malley, alors que lui-même disait qu'il n'est pas en mesure d'affronter Sean O'Malley. Il avait son opération cervicale. Il avait littéralement exprimé sur sa chaîne YouTube, ou dans un média, en tout cas sur YouTube, que il a été forcé par l'UFC de faire ce combat seulement 3 mois plus tard. C'était le timing qui était parfait pour Sean O'Malley, comme ici. C'était le timing qui était parfait pour Sean O'Malley et on a vu ce que ça a donné. Aljamain Sterling s'est fait mettre KO assez facilement. On peut encore parler du weight cut dans le sens où Aljamain Sterling c'est un combattant qui cutait énormément, c'est pour ça qu'aujourd'hui il combat dans la catégorie supérieure, donc évidemment que le timing avait joué en faveur de Sean O'Malley. Ici encore une fois on a un Sean O'Malley qui avait des blessures, qui avait enchaîné quelques combats donc qui avait besoin d'une longue pause. Là l'UFC lui a octroyé cette longue pause. Je rappelle que Merab Dvalishvili il est devenu champion face à Sean O'Malley et directement on l'a fait affronter Umar Nurmagomedov. Lui il n'a pas eu droit à une certaine pause. Ici, encore une fois, Merab Dvalishvili, ça fait pas très longtemps qu'il a affronté Umar Nurmagomedov. Ça faisait pas très longtemps qu'il avait affronté Sean O'Malley. Avant ça, ça faisait pas très longtemps qu'il avait combattu non plus. Il a enchaîné et il continue d'enchaîner malgré le fait que c'est le champion. Pendant qu'on a des champions comme Ilia Topuria à qui on laisse le temps parce que ce sont des superstars. Comme d'habitude, le timing est en faveur de la superstar et c'est là que le parallèle avec Adesanya peut se faire. Adesanya a perdu face à Alex Pereira lors du premier combat. Les deux étaient dans un timing assez favorable. Il n'y avait personne qui était favorisé, en tout cas en termes de timing. Mais lors du deuxième combat, Adesanya, lui qui avait presque gagné le premier, il savait comment gagner. Il le disait en conférence de presse juste après le combat que il sait comment il peut battre Alex Pereira. Il a juste besoin de cette victoire. Il va revenir tout de suite. Il va demander à Dana White. Il le disait en conférence de presse. Il disait je vais demander à Dana White, presque imposer à Dana White de tout de suite revenir. Adesanya lui-même savait que c'est ce qui allait lui bénéficier le plus. Son coach Eugene Berman était d'accord avec cette théorie. Leur équipe a presque décidé du timing de cet événement, du timing de cette revanche pour la ceinture. Alors que du côté d'Alex Pereira, il aurait grandement apprécié pouvoir profiter du fait que c'est le champion. Il aurait grandement apprécié pouvoir refuser ce combat. Finalement, on lui a forcé de faire ce combat. Pourquoi il aurait apprécié prendre son temps ? C'est tout simplement parce que ça lui demande énormément d'efforts de faire le weight cut à chaque fois. On connaît les effets de la déshydratation, particulièrement sur le cerveau. On sait que c'est quelque chose qui favorise le fait que les combattants finissent par tomber KO s'ils ont été trop déshydratés à cause de leur weight cut. Les weight cuts répétés de manière consécutive et en plus très proches dans le temps endommagent encore plus les combattants. Alex Pereira en parlait à l'approche de cette revanche. Il disait que après ce combat-là, il va monter dans la catégorie de dessus parce que c'est pas possible. Il souffre trop à cause du weight cut. Et finalement, on l'a vu comment ça s'est passé dans ce combat. Il a fini par se faire mettre KO sur un coup qui aurait pu ne pas le mettre KO. On l'a vu se prendre des coups bien plus significatifs face à Iri Prohaska, face à Khalil Rountree, et on l'a pas vu tomber aussi facilement. Donc voilà, on ne peut pas mettre la victoire d'Adesanya entièrement sur le fait que
Alex Pereira a enchaîné les weight cuts, mais par contre, on peut dire une chose, c'est que c'était un timing qui avantageait clairement Adesanya. C'était son choix. C'était pas le choix d'Alex Pereira. Alex Pereira aurait préféré prendre plus de temps. Ici, c'est pareil. Merab-Dvalishvili, il vient de dire qu'il a combattu avec des blessures face à Oumar Nurmagomedov. Il vient de dire, avant le combat de Oumar Nurmagomedov, il disait que après avoir battu Sean O'Malley et pris la ceinture, il avait demandé à l'UFC de prendre une pause. Il voulait profiter de Noël avec sa famille. Il voulait voyager, etc. Finalement, il n'a pas pu voyager. Il n'a pas pu recover. Il n'a pas pu guérir de ses blessures. Il a dû enchaîner avec Oumar Nurmagomedov. Il a battu Oumar Nurmagomedov avec une blessure au dos et au poing. Finalement, on lui demande de nouveau d'enchaîner et d'affronter Sean O'Malley une deuxième fois, alors que lui n'a pas eu le temps de récupérer, du moins pas autant qu'il aurait aimé en avoir. Du côté de Sean O'Malley, lui, il a pris son temps, il est passé sous les radars, ça fait un moment qu'on n'entend plus trop parler de lui, il n'a pas eu de combat pour revenir au top, il n'a pas eu à affronter quelqu'un d'autre pour de nouveau obtenir un title shot. Directement, il a eu son title shot dès qu'il était prêt. C'est comme si en fait Dana White lui a dit: rappelle-moi dès que tu es prêt à vraiment battre Merab-Dvalishvili et je te remets sur le trône. Donc c'est cette théorie, c'est cette vision qu'on a vue beaucoup de fois dans le passé qui me fait dire qu'il y a un risque pour Merab-Dvalishvili qui est très grand. Ce qui me fait aussi penser qu'il y a un énorme risque pour Merab-Dvalishvili, alors qu'évidemment je le vois comme favori dans ce combat parce qu'il a prouvé être meilleur que Sean O'Malley lors du premier combat, il a détruit sa volonté. Mais il y a quand même un risque là dans ce deuxième combat, malgré le fait que je parierais pour Merab-Dvalishvili, c'est que Merab, c'est un combattant qui mise sur l'excellence tout au long du combat. C'est le problème des combattants qui ne mettent pas KO leurs adversaires, c'est le problème des combattants qui ne soumettent pas leurs adversaires, c'est qu'il doit être parfait. Rappelez-vous du combat de Merab-Dvalishvili face à Ricky Simon. Il avait perdu ce combat alors qu'il avait dominé Ricky Simon sur les 5 rounds. Il a perdu ce combat au tout dernier moment, au bout du dernier round. C'est même pas au tout dernier moment, la réalité c'est qu'il a perdu ce combat après le combat. Allez voir cette polémique, elle est très intéressante. Il a perdu le combat parce qu'il est tombé dans les pommes après le combat. Mais voilà, je vous laisse aller voir pour ceux qui connaissent pas cet épisode de la carrière de Merab-Dvalishvili. Ce que cet épisode révèle comme défaut du jeu de Merab-Dvalishvili, c'est qu'il ne finit pas ses adversaires et il compte trop sur la décision. Si tu arrives à dominer ton adversaire sur 5 rounds, il faut qu'il y ait des chances que tu le finisses. Là, face à Sean O'Malley, personne, je pense, voit Merab-Dvalishvili mettre KO Sean O'Malley. Et je pense que personne ne voit Merab-Dvalishvili soumettre Sean O'Malley. Sean O'Malley, c'est un combattant qui a prouvé avoir un excellent jeu au sol. Il a prouvé avoir un excellent jiu-jitsu dans la cage, mais également dans des compétitions de jiu-jitsu. Je ne vois pas Merab-Dvalishvili réussir à le soumettre, même si je le vois le dominer au sol comme il l'a fait lors du premier combat. Garder des positions, prendre une position dominante, frapper et l'emporter au point. Mais je ne le vois pas le soumettre, je ne le vois pas le terminer. Et le problème, c'est que de l'autre côté, Sean O'Malley, il a toutes les occasions de terminer Merab-Dvalishvili. C'est arrivé dans le premier combat, surtout dans les derniers rounds, on a vu Sean O'Malley un peu se réveiller, un peu mieux comprendre le jeu de Merab et réussir à le toucher, mais jamais de manière assez significative pour le mettre KO. Si on prend en compte le fait que Merab-Dvalishvili n'est certainement pas remis de toutes ses blessures, si on prend en compte le fait que Sean O'Malley a eu le temps d'étudier Merab-Dvalishvili à travers le combat de Merab-Dvalishvili face à Oumar, mais également à travers le combat qu'il a eu lui-même face à Merab-Dvalishvili. Si on prend en compte le fait que Sean O'Malley s'est assuré d'être en parfaite forme avant de faire ce combat et qu'il a vu avec Tim Welch, son coach qui est un génie, comment battre Merab-Dvalishvili, quelle est la nouvelle stratégie à adopter, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme ajustement, etc. On ne peut qu'imaginer que Sean O'Malley va trouver une ouverture, au moins une ouverture sur les 25 minutes. Le jeu de Merab-Dvalishvili, on le connaît. Je pense que personne ne s'attend à une surprise. Il va falloir qu'il réussisse de nouveau l'exploit de tenir 25 minutes sans se faire mettre KO face à Sean O'Malley. Ça va être risqué. Je maintiens mon pronostic. Je pense que Merab-Dvalishvili reste un meilleur combattant de MMA que Sean O'Malley dans le sens où sa lutte et la manière dont il mélange son striking avec sa lutte, son volume, son intensité, son rythme est meilleur que celui de Sean O'Malley. Sa volonté aussi est meilleure que celle de Sean O'Malley. Et ça aussi, ça peut être un facteur important dans ce combat, c'est que là, il n'a rien à gagner dans ce combat. Face à Oumar Nurmagomedov, on pensait tous que Merab allait perdre. Tout le monde disait qu'il n'y a aucun moyen que Merab-Dvalishvili casse le record des 3 Nurmagomedov qui était de 64-0. Donc il y avait un énorme enjeu. Ça valait le coup pour Merab de faire ce combat malgré le fait qu'il soit blessé à la main et au dos. Et il a montré énormément de volonté dans ce combat. C'est ce qui lui a permis de l'emporter. Face à Sean O'Malley, pareil. Tout le monde disait que Merab-Dvalishvili est trop petit, la différence d'allonge va trop se faire ressentir. Si Sean O'Malley a réussi à battre Aljamain Sterling et qu'Aljamain Sterling s'entraîne avec Merab, alors Sean O'Malley va réussir à mettre KO Merab de la même manière qu'il a mis KO Sterling. Tout ça, c'était des paroles qui motivaient
Merab Dvalishvili. Là, on voit Merab Dvalishvili dans les interviews qui se met lui-même à dire carrément que non, vous allez voir, Sean O'Malley va réussir à défendre mes takedowns cette fois-ci. Ce sera un combat intéressant. En fait, il essaye de ressusciter l'intérêt autour de ce combat tellement les fans sont entre guillemets sûrs, ou du moins il craint que les fans soient sûrs qu'il est censé remporter ce combat. Et donc il nous rappelle, en tout cas il rappelle aux journalistes que c'est un combat difficile, c'est un combat qu'il n'est pas du tout sûr de remporter. C'est une attitude en tout cas qui n'est pas rassurante. L'attitude qu'on voit du côté de Merab Dvalishvili, il vient pas pour prouver quelque chose, il l'a déjà prouvé dans le passé. Et pourtant, son style dépend énormément de sa volonté. Donc c'est pas très rassurant, en tout cas pour ceux qui parient pour Merab Dvalishvili. Vous connaissez mon pronostic, je vois Merab Dvalishvili l'emporter à la décision grâce à son volume, je le vois casser encore une fois la volonté de Sean O'Malley une bonne fois pour toutes, et je pense que ça va mettre un vrai frein à la hype de Sean O'Malley. Il va falloir que Sean O'Malley remonte en affrontant Oumar Nurmagomedov qui peut le battre, il va falloir qu'il affronte Cory Sandhagen qui peut aussi le battre, mais je pense que justement le scénario parfait pour l'UFC, ce serait que Sean O'Malley l'emporte ici face à Oumar Nurmagomedov, ils vont le faire éviter Oumar Nurmagomedov et ils vont mettre Sean O'Malley face à Cory Sandhagen. Et une fois que Sean O'Malley aura battu Cory Sandhagen, là peut-être ils vont le mettre face à Oumar Nurmagomedov. Mais bien sûr, entre-temps, Oumar Nurmagomedov aura affronté d'autres adversaires. Donc qui sait l'état dans lequel sera Oumar Nurmagomedov. Leur but, c'est évidemment de garder Sean O'Malley au sommet. Je maintiens néanmoins mon pronostic. N'hésitez pas à me donner vos pronostics. Je rappelle qu'en ce moment sur Winamax, vous pouvez profiter d'une offre de 100 euros. Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 euros en cas de perte. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA au moment de votre inscription. Pariez responsablement. Évidemment, ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.